Bonjour à tous, mon nom est Jennifer Filion, je suis agronome de formation et aujourd'hui je vais vous parler de l'évolution du climat pour la région de la Côte-Nord. Alors avant de rentrer plus précisément dans le vif du sujet, je voulais vous mentionner tout simplement d'où proviennent les informations. Alors elles proviennent d'Ouranos. Qu'est-ce qu'est Ouranos? C'est un consortium en climatologie régionale, donc il est basé à Québec. Pour vous présenter les prévisions climatologiques, il se base sur des scénarios climatiques que les climatologues québécois considèrent comme étant le plus crédible à ce jour. Pourquoi je spécifie à ce jour? En fait, c'est parce que la climatologie, bien, c'est une science qui évolue relativement rapidement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous présente? C'est des informations à l'échelle de la région. Donc, pour cette présentation, bien, ça va être la Côte-Nord. Alors, premièrement, vous allez toujours avoir le scénario du passé, donc de 1991 à 2020, puis le scénario du futur, donc de 2041 à 2070. C'est aussi ce qu'on appelle le scénario Horizon 2050. On serait maintenant rendu à parler de notre premier indicateur agroclimatique. Mais avant tout, j'aimerais simplement vous expliquer comment fonctionnent les cartes qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, premièrement, à gauche, vous avez la carte qui représente l'horizon passé, donc l'historique 91 à 2020. À droite ici, vous avez la carte qui représente l'horizon 2050, donc l'horizon futur. Au milieu, bien, c'est la légende qui, soit dit en passant, est commune aux deux cartes. Maintenant, si on rentre un peu plus en détail dans la carte, on se rappelle ici qu'on est pour la région de la Côte-Nord, donc on aperçoit ici cette île, question de vous situer géographiquement un petit peu. Aussi, à titre informatif, vous voyez chacune des petites tuiles qui sont donc de couleurs différentes. Donc, en fait, ça représente une superficie de 10 par 10 km. Au niveau de l'encadré maintenant que vous allez voir tout au long de la présentation, il présente en fait les moyennes pour d'abord le scénario historique, puis les moyennes pour le scénario futur. On a ensuite notre delta. Donc, notre delta, c'est quoi? C'est la variabilité qui est anticipée. Et finalement, entre parenthèses, eh bien, c'est l'incertitude associée au modèle. Alors, revenons maintenant à notre indicateur agroclimatique, qui est en fait ici la température moyenne annuelle. Donc, ce qu'on est en mesure ici d'observer, c'est une augmentation moyenne des températures à l'échelle de la région et sur une base annuelle. Donc, effectivement, si on regarde notre variabilité, on prévoit une augmentation de 2,4 degrés Celsius pour finalement passer d'une température de 2,9 à 5,3 degrés Celsius en moyenne. Passons maintenant à la variation saisonnière. Bon, alors en fait, on vient de voir les moyennes de température sur une base annuelle, mais j'aimerais qu'on se penche plutôt sur la variation mensuelle de cette température. Mais je vais quand même d'abord vous expliquer comment fonctionne le graphique qui est présenté ici. Bon, alors d'abord, vous voyez la ligne rouge qui, elle, représente le scénario futur, l'horizon 2050, et en dessous, c'est la ligne noire qui, elle, représente le scénario du passé, donc les températures qui ont été observées. Alors la première observation qu'on peut faire à partir de ce tableau pour la région de la Côte-Nord, c'est l'augmentation de la température, peu importe le mois de l'année. Donc, effectivement, la ligne rouge, elle est toujours au-dessus de la ligne noire. La deuxième observation qu'on peut faire, par contre, c'est que l'augmentation des températures est parfois plus importante selon le mois qu'on regarde. Donc, oui, la température va être toujours plus élevée, mais la variabilité de cette augmentation, elle peut dépendre du mois. La dernière chose que je veux mentionner par rapport à ce graphique, c'est ce qu'on retrouve ici dans l'encadré. Donc alors, en fait, ça présente la moyenne annuelle de l'augmentation des températures. C'est pour ça qu'on retrouve notre variabilité là, de plus 2,4 degrés Celsius que j'ai présenté à la diapositive précédente. Si on passe maintenant aux précipitations, on se rend compte que l'évolution dépend réellement des mois, au contraire de ce qu'on a observé pour la température mensuelle. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, si on se concentre d'abord sur les mois de l'hiver et du printemps,
On réalise que les précipitations totales, donc ça c'est celles sous forme de pluie et de neige, vont connaître une augmentation. Par contre, si on se concentre sur les mois de l'été et de l'automne, ici, on réalise que l'augmentation est parfois moindre, parfois il n'y en a juste pas du tout, puis parfois peut peut-être même être inférieure. Euh, La chose qu'il faut toutefois retenir de ce graphique, c'est que malgré les diminutions qu'on observe ici, ou les stagnations, il ressort quand même une augmentation des précipitations totales annuelles. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans l'encadré, où c'est possible de remarquer une augmentation de plus 64 mm de précipitations totales à l'échelle de l'année. Avant de continuer avec les autres indicateurs agroclimatiques, je voulais quand même en profiter pour faire une parenthèse sur les événements extrêmes. Alors pourquoi je veux parler des événements extrêmes? En fait, c'est parce qu'on le sait, ils peuvent affecter grandement l'agriculture. Par exemple, en affectant justement les cultures et les élevages. Donc effectivement, quand ce type d'événement va se produire, bien, ça vient souvent avec de lourdes conséquences. Mais il faut quand même faire attention puis apporter certaines nuances parce que oui, il va y avoir des événements extrêmes qui vont être liés au changement climatique. Mais il y en a d'autres qui vont plutôt ressortir de la variabilité naturelle. C'est quoi la variabilité naturelle? En fait, c'est ce qui fait en sorte que d'année en année, le volume des précipitations ou encore la température va varier. La deuxième nuance que je veux apporter ici, c'est que les connaissances au niveau des événements extrêmes, bien, ils évoluent rapidement. Donc aujourd'hui, on vous présente ce qui est partagé comme information par Uranus. Alors, je vous disais justement qu'il y avait certaines incertitudes au niveau des événements extrêmes, mais il y a quand même des événements pour lesquels on est plus certain. Alors, par exemple, on sait qu'il devrait y avoir une diminution du nombre de vagues de froid extrêmes. Par contre, il va y avoir une augmentation des vagues de chaleur et ces périodes de chaleur, elles vont être plus longues et encore plus chaudes. Il y a d'autres événements maintenant pour lesquels on est presque certain. Je dis presque certain parce qu'en fait, il y aurait quand même suffisamment d'études pour être en mesure de ressortir des tendances qui sont claires. Alors, à ce niveau, on sait qu'il devrait y avoir plus d'événements de pluie extrêmes et elles vont être plus intenses. Il devrait aussi y avoir plus de cellules orageuses localisées qui seront aussi plus intenses. Maintenant, pour les événements extrêmes pour lesquels nous en savons moins, donc parce qu'en fait, il n'y aurait pas suffisamment d'études pour faire ressortir des tendances claires, donc, notamment par exemple au niveau du verglas. Alors d'ailleurs, à ce niveau-là, bien, il faut savoir que c'est un des phénomènes qui est le plus incertain. Il est aussi difficile à simuler. Il semblerait tout de même que le climat futur du sud du Québec connaîtra une diminution des épisodes, ou bien en fait du nombre d'heures totales observées annuellement de verglas. Mais quand même, ça ne veut pas dire que ces événements-là ne se reproduiront plus jamais. Mais c'est quand même les tendances que nous sommes présentement en mesure d'établir pour cet événement extrême. Pour ce qui est maintenant des rafales de vent, donc oui, c'est vrai qu'il y a eu des observations dans les dernières années d'une certaine évolution par rapport à ce phénomène, mais il ne semble pas y avoir pour le moment de tendance claire ou de lien direct avec les changements climatiques. Enfin, la dernière chose, c'est au niveau de la grêle. Donc ça, c'est un sujet pour lequel on n'a pas vraiment de données, mais c'est à l'étude présentement. Alors, on va maintenant revenir à nos indicateurs agroclimatiques. Donc là, on vient de voir ceux sur une base plutôt annuelle. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller se concentrer sur les indicateurs agroclimatiques pour la saison hivernale. Et dans un deuxième temps, on va aller se concentrer sur ceux pour la saison croissante. Commençons d'abord avec l'indicateur pour la température minimale en hiver. Alors, ce qu'il faut préciser ici, c'est qu'on présente les données pour le mois de janvier. Donc, c'est réellement la température la plus froide de l'année. Alors, en fait, c'est la moyenne des températures les plus froides ayant été observées au mois le plus froid de l'année. Expliquons maintenant un peu le graphique qu'on voit ici. Donc, d'abord, sur l'axe des X, c'est les années. Alors, c'est environ une période de 100 ans allant de 1970 jusqu'à 2070. L'axe des Y, lui, représente plutôt l'indicateur auquel on s'intéresse. Alors, dans ce cas-ci, c'est la température minimale.
Ensuite, on a la ligne pointillée, juste ici, qui, elle, représente les observations réelles qui ont été faites chaque année. Ensuite, vous voyez les lignes dans le graphique. Donc d'abord, la rouge représente le scénario RCP 8.5, qui lui est un scénario pessimiste en lien avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est le scénario selon lequel, oui, on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, mais cette réduction serait plutôt sur le long terme. La ligne bleue maintenant, donc celle qui est en dessous, représente le scénario RCP 4.5, qui lui est un scénario optimiste. Alors, c'est selon lui, on réduirait les émissions de gaz à effet de serre sur une échelle de temps à plus court terme, toujours à l'échelle mondiale ici. Nous, ce qu'on vous présente en fait, c'est la médiane de ces scénarios. Donc, un scénario qui est considéré comme plausible par rapport aux émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Maintenant, en vert, ce que je vais appeler l'enveloppe, dans le fond, donc ce qui englobe les autres données dans le graphique, c'est l'incertitude des modèles. Donc, c'est toutes les valeurs qui pourraient être atteintes ou observées par rapport à l'indicateur qui est à considérer. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retire pour la région de la Côte-Nord? En fait, c'est une augmentation de la température minimale. Donc, en d'autres termes, on va connaître moins de froid extrême dans le futur. Ici, je veux rappeler que les données qu'on présente représentent une moyenne sur 30 ans. Pour illustrer le fait qu'on va connaître une augmentation de la moyenne des températures minimales, prenons en exemple le mois de janvier, donc pour lequel la température minimale passera de moins 29,5 degrés Celsius à 25 degrés Celsius. Moins 25, pardon, encore même. Donc avec une variation de plus 4,5 degrés Celsius. Passons au nombre de cycles gel-dégel. Alors en fait, ça c'est quoi un cycle gel-dégel? C'est une journée où on va connaître une température maximale qui est positive, alors au-dessus de zéro, et aussi une température minimale en dessous de zéro, donc dans la même journée. Alors en gros, c'est de vivre du gel et du dégel à l'intérieur de la même journée. Ce qu'on observe maintenant au niveau du tableau qui est présenté ici, si on regarde d'abord à l'échelle annuelle, c'est une diminution du nombre de jours où il y a l'occurrence d'un cycle gel-dégel, passant ici de 78 jours en moyenne à 67 jours en moyenne, donc pour une diminution de 11 jours. Si maintenant on se concentre sur la période de l'hiver, alors ici c'est plutôt une augmentation des épisodes qu'on va observer. En d'autres mots, c'est une concentration des événements de gel-dégel à la période hivernale. Et ça, encore une fois, c'est lié à l'augmentation des températures. Alors, passons maintenant à l'indicateur qui concerne les précipitations hivernales. Donc, ici, simplement spécifier que les précipitations totales auxquelles on fait référence, ce sont celles sous forme de pluie et de neige. Donc, ce qu'on observe pour la région de la Côte-Nord, c'est une augmentation d'en moyenne 22 mm au niveau des précipitations totales hivernales. Mais la réelle question qui peut nous venir en tête ici, c'est surtout sous quelle forme ces précipitations vont tomber. Donc, c'est justement avec le tableau que je vous présente ici qu'on va tenter de répondre à la question. Premièrement, pour vous informer, vers la gauche du tableau, on vous présente le scénario du passé, donc 91 à 2020. Et vers la droite, on vous présente plutôt le scénario ou l'horizon 2050. Donc pour chacun des scénarios, on vous présente les précipitations totales sous forme de pluie, les précipitations totales sous forme de neige. Ici, je veux préciser que la neige, on la présente en millimètres parce qu'elle est en équivalent en eau. Donc, c'est comme quand elle fond, qu'est-ce que ça donne en millimètres d'eau. Ici, vous avez le ratio des précipitations qui va tomber sous forme de pluie. C'est la même logique à suivre pour l'horizon 2050. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est les totaux intermédiaires, donc la ligne juste ici. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans le scénario du passé, les précipitations sous forme de pluie s'élevaient à 259.
on va observer une importante augmentation et donc les précipitations sous forme de pluie vont passer à 336 mm dans le futur. Ça nous fait passer à un ratio de précipitation totale sous forme de pluie de 45, donc moins de la moitié, à 54, plus de la moitié. Donc c'est quand même notable comme augmentation. Suivant la même logique, évidemment, les quantités de précipitations qui vont tomber sous forme de neige vont, eux, diminuer, passant de 281 à 262 dans le futur, toujours en millimètres équivalents d'eau, en fait. Donc, pour conclure sur ce tableau, on observe en fait une augmentation des précipitations sous forme de pluie à l'hiver, et ça, bien, c'est relié à l'augmentation des températures. Passons maintenant à l'indicateur de la durée de l'enneigement. Donc, en fait, avec la diminution des précipitations sous forme de neige, eh bien, vient aussi justement la réduction de la durée de la période d'enneigement. Pour votre information, lorsqu'on parle de durée d'enneigement, on fait référence ici à dès qu'il y a plus de 3 cm de neige au sol, donc environ 1 pouce. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que les périodes qui sont présentées ici pour le scénario du passé sont un petit peu différentes. En fait, ça c'est simplement parce que les pas de temps pour ces modèles sont différents. Mais je voulais simplement vous le préciser. Donc, ce qu'on remarque ou ce qu'on peut observer pour la côte nord, c'est une diminution d'en moyenne 36 jours au niveau de la durée de la période d'enneigement. Donc, un peu plus d'un mois de diminution à prévoir. Maintenant, pour l'épaisseur maximale du couvert de neige, donc vous allez probablement encore une fois remarquer que c'est écrit que l'unité utilisée plutôt est les millimètres. Bien, c'est encore la même logique, c'est parce que ça représente des équivalents en eau. Donc, quand la neige fond, ce que je veux qu'on retienne ici, dans le fond, c'est qu'un millimètre de neige qu'on va présenter, c'est environ l'équivalent d'un centimètre de neige avant qu'il y ait compaction ou tassement. Donc, finalement, les résultats au niveau de cet indicateur pour la côte nord font en sorte qu'on pourra observer une diminution d'en moyenne 69 mm au niveau de l'épaisseur maximale du couvert de neige à l'échelle de la région. Donc, le fait de réduire la durée du couvert de neige et l'épaisseur maximale du couvert de neige amène en fait évidemment des impacts, notamment sur les plantes. C'est pour ça qu'on va parler ici du potentiel d'endurcissement des plantes fourragères. Donc, concrètement, c'est quoi ce potentiel d'endurcissement? En fait, c'est quand la plante va relocaliser ses réserves au niveau de ses racines. Ça va lui permettre de passer l'hiver puis de résister au froid. Pour que ce processus puisse bien se faire, ce qu'il faut, c'est des journées où la température est fraîche. Pour mesurer ce potentiel d'endurcissement, on va utiliser ce qu'on appelle des degrés froids, ce qui est en fait des degrés jour base 0, donc quand la température est entre 0 et 5 degrés Celsius. Finalement, on considère que c'est à 100 degrés froid qu'une plante est suffisamment endurcie. Maintenant, ce qu'on remarque pour la région de la Côte-Nord, c'est une très faible variation. Donc, il ne devrait pas y avoir de grands impacts au niveau du potentiel d'endurcissement des plantes. Il y a aussi la perte d'endurcissement qui est un indicateur sur lequel on peut se pencher. Donc, ça, c'est en fait que les plantes fourragères peuvent perdre leur endurcissement pendant l'hiver. Donc, quand il y a des redoux hivernaux. Alors, si les températures s'il y a des températures chaudes, bien, ça peut affecter la plante, puis provoquer une perte d'endurcissement. Et ça, bien, ça peut avoir des conséquences sur la survie de la plante. Cette perte d'endurcissement, cette fois-ci, on la calcule à l'aide de degrés jour base 0 qu'on vous présente ici. Donc, ce qu'on constate pour la région de la Côte-Nord, c'est une faible augmentation, donc passant de 10 degrés jour à 12 degrés jour. Je veux aussi apporter votre attention sur la grande variabilité qui est observée dans les années passées. Donc, selon l'enveloppe verte plutôt, qui correspond à l'incertitude, je vous le rappelle, bien cette variabilité devrait se maintenir. Alors, et voilà, on aurait passé à travers tous les indicateurs climatiques pour la saison froide. Alors, je vais en profiter pour vous faire un petit résumé, l'état de la situation de qu'est-ce qu'on a vu au niveau des indicateurs. Donc, en gros, on va observer une augmentation des températures à l'hiver, donc moins de froid extrême.
On a aussi vu qu'il va y avoir une modification au niveau du régime des précipitations. Donc, on se rappelle plus de pluie pour moins de neige. Mais quand même, au global, une augmentation du volume des précipitations totales. Bon, ces indicateurs-là, d'ailleurs, ils pourraient avoir des impacts sur des plantes, mais pour la côte nord, on a vu que le potentiel d'endurcissement ou bien la perte d'endurcissement évolue peu. Alors, on va maintenant passer aux indicateurs pour la saison de croissance. Alors, quoi de mieux pour commencer les indicateurs climatiques sur la saison de croissance que justement la date du début de cette saison? Alors, on considère à titre informatif que la saison de croissance peut débuter quand on atteint 5 jours consécutifs avec une température moyenne de plus de 5,5 degrés Celsius. Pour déterminer cette date, on se base sur l'échelle des jours juliens. Donc, pour la région de la Côte-Nord, on va passer d'une date de début de saison de croissance du 6 mai en moyenne au 25 avril en moyenne. Donc, ça représente un devancement du date du début de la saison de croissance de 11 jours, toujours en moyenne. Pour le dernier gel printanier, toujours avec comme référence les jours juliens. D'ailleurs, je vais faire la parenthèse maintenant, mais ça va être la même échelle de référence quand on va aborder les thèmes du premier gel à l'automne et de la date de la fin de la saison de croissance. Mais si on revient pour notre dernier gel printanier ici, ce qu'on voit, c'est un peu comme la date du début de la saison de croissance. La date du dernier gel printanier va être devancée pour la région de la Côte-Nord. Donc, ça représente 12 jours de devancement, passant en moyenne du 29 avril à en moyenne au 17 avril. Au niveau maintenant du synchronisme entre saison de croissance et gel, ça se peut qu'il y ait certains d'entre vous qui aient remarqué une différence au niveau de l'évolution de la date du début de la saison de croissance et de celle de l'occurrence du dernier gel printanier. Donc, ce qu'on peut observer en fait, c'est un devancement du dernier gel printanier de 12 jours et un devancement du date de la début de saison de croissance de 11 jours. C'est donc possible qu'on observe en moyenne moins de gel tardif au printemps. Mais on se rappelle que dû à la variabilité, le phénomène peut encore être observé ou pourrait encore être observé plutôt certaines années. Si on regarde maintenant les indicateurs reliés plutôt à l'automne, on peut observer les mêmes tendances. Donc un retardement de la date de l'occurrence du premier gel à l'automne et un retardement de la date de fin de la saison de croissance. Donc, mes questions de synthétiser pour ce tableau, le message qu'on veut ici que vous reteniez, c'est que tous les indicateurs sont, je vais utiliser le terme synchronisés justement, dans leur modification. Donc, devancement du début de la saison de croissance et retardement de la fin de la saison de croissance. Ici, je voulais pouvoir mettre en évidence la valeur de cet allongement de la saison de croissance, justement. Donc, pour chiffrer, pour la région de la Côte-Nord, on gagnerait en fait 22 jours en moyenne, sur la saison de croissance. Dans le fond, ces journées-là aussi, là, je le rappelle, vont être assez bien réparties entre le printemps et l'automne. Alors oui, la saison de croissance va être allongée, mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir profiter des jours supplémentaires qu'on va gagner? Donc par exemple, en étant capable d'aller semer plus tôt. Donc l'indicateur que je présente ici, les précipitations printanières, bien, ça fait partie des indicateurs pertinents pour tenter de répondre à cette question. Ce qu'on observe sur les 3 mois qui sont présentés, soit mars, avril et mai, c'est une augmentation d'en moyenne 24 mm de précipitations. Mais si on se rappelle du graphique au début de la présentation sur l'évolution des précipitations totales mensuelles, on avait vu que les précipitations étaient relativement bien réparties entre les 3 mois du printemps. Donc en fait, il ne devrait pas y avoir de précipitations très importantes concentrées lors des semis. Mais je tiens quand même à réitérer l'importance de considérer la variabilité. Donc on voit que dans le passé, il y a eu certaines années où les précipitations printanières étaient très importantes et d'autres où ça a été des printemps plutôt secs. Donc, si cette variabilité continue, bien ça peut nous
permettre de profiter de l'allongement de cette saison de croissance pour certaines années. Continuons avec les unités thermiques maïs, donc les UTM. Alors en fait, en plus de l'allongement de la saison de croissance, on voit sur ces cartes une augmentation justement des UTM. Donc ici, je vais quand même spécifier que c'est les UTM maximum potentiel. Donc en fait, le calcul est réalisé depuis le premier jour où la température moyenne va atteindre le seuil minimum de 12,8 degrés Celsius sur 5 jours. Donc c'est quand même une spécification qui est pertinente à apporter ici. Mais tout de même, à l'échelle de la région, pour la côte nord, on voit une augmentation de 628 UTM en moyenne. Au niveau des degrés jour maintenant, ce qu'on peut observer ici, c'est une augmentation quand même importante, donc de plus 399 degrés jour pour la région de la côte nord. Aussi, juste pour votre information, les degrés jour base 5 qu'on présente ici, c'est en fait l'addition de toutes les températures de plus de 5 degrés sur toute l'année. Si on passe au nombre de jours avec une température maximale supérieure à 30 degrés Celsius, ce qu'on peut voir pour la région de la côte nord, c'est une augmentation de plus 3 jours. Donc, passant de 1 jour dans l'horizon du passé, ou plutôt le scénario passé, à 4 jours pour l'horizon 2050. Le prochain indicateur dont je vais vous parler, c'est le nombre de jours avec une température de nuit qui est supérieure à 20 degrés Celsius. Alors, on remarque aussi une légère augmentation, donc de plus 1 jour au niveau du nombre de jours avec où la température de nuit va être supérieure à 20 degrés Celsius. Bon, alors pourquoi je veux mettre l'emphase sur cet indicateur? En fait, c'est parce que lorsqu'il fait chaud le jour, mais que la nuit, la température diminue, mais c'est beaucoup plus supportable pour les animaux et pour les cultures. Mais au contraire, s'il fait chaud le jour, comme on vient de voir dans les diapositives passées, et qu'en plus la température de nuit reste élevée, à ce moment-là, bien, ça devient beaucoup plus difficile au niveau de l'adaptation. C'est pour ça que c'est pertinent de regarder cet indicateur. Donc, le prochain indicateur, c'est celui du nombre de canicules. Donc, premièrement, c'est quoi une canicule? Ça représente une période où la température est supérieure à 30 degrés Celsius pour au moins 3 jours consécutifs. Alors, pour la région de la Côte-Nord, on voit que bien qu'il y ait eu quelques observations dans les années passées, l'augmentation est très moindre, pratiquement négligeable, si je peux me permettre. Si on revient maintenant à nos variations saisonnières, je crois qu'on l'a bien établi et qu'on l'a bien mis en évidence, mais les températures, elles vont augmenter. Puis elles augmentent particulièrement en été. C'est ce que j'ai d'ailleurs mis en évidence avec mon cercle sur le graphique. Dans l'encadré à droite, on voit d'ailleurs l'historique des températures moyennes en été, qui était pour la région de la côte nord à 15,8 degrés Celsius en moyenne. Avec une variabilité attendue, donc une augmentation d'en moyenne 2,3 degrés Celsius, pour finalement atteindre des températures moyennes en été s'élevant à 18,1 degrés Celsius. Donc ça, évidemment, ça se traduit en plus d'évapotranspiration pour les plantes. Toutefois, si on regarde au niveau des précipitations, donc l'évolution ici, on l'a vu en début de présentation, est moindre. C'est ce qu'on voit aussi dans l'encadré si on se concentre vraiment sur l'été. Donc, on remarque que c'est seulement un 6 mm de pluie supplémentaire qui est anticipé pour la région de la Côte-Nord. Ces 6 mm ils sont d'ailleurs répartis sur les 3 mois de l'été. Donc, évidemment, ça va avoir un impact sur les besoins en eau des plantes. En d'autres termes, ça se pourrait que leurs besoins ne soient pas comblés par les précipitations. C'est d'ailleurs ce qu'on est capable de voir avec le bilan hydrique. Donc, d'abord, un petit rappel sur le bilan hydrique, c'est le total des précipitations mensuelles moins l'évapotranspiration des plantes. Donc ici, bien, la référence, c'est la prairie rase. Pour revenir maintenant à notre graphique, vous avez en vert le scénario du passé et en orange l'horizon 2050.
Ce qu'on retire ici du graphique, c'est que le déficit hydrique va s'aggraver d'un mois à l'autre. Si maintenant on cumule ce déficit hydrique, ça nous donne en fait à la fin de l'été moins 66 mm sur l'horizon futur, en comparaison à un déficit hydrique qui était moindre dans l'horizon passé, donc s'élevant à moins 41 mm. Donc c'est réellement une aggravation du déficit hydrique dans le futur. J'amène quand même ici une nuance parce qu'en fait ce graphique ne tient pas compte des réserves en eau du sol. Mais en réalité, mis à part les précipitations, il y a quand même d'autres sources d'eau que la plante est en mesure d'aller chercher. Elle peut par exemple combler ses besoins avec les réserves en eau du sol, justement. Sauf qu'à la fin de l'été, il peut quand même arriver que ces réserves soient fortement diminuées et que les plantes souffrent réellement du manque d'eau. Une autre information qui est pertinente à partager, c'est l'évolution des périodes sans pluie. Donc, en plus de la diminution des précipitations en été, on va avoir aussi une modification de la répartition justement de ces précipitations. C'est ce qu'on voit avec les périodes sans pluie, donc les périodes de sécheresse en fait. Pour votre information, on considère une période sans pluie, une période où les précipitations cumulées vont être inférieures à 3 mm. Donc en fait, c'est inférieur à la rosée. En revenant à notre tableau, on voit que le nombre de périodes de plus de 5 jours où il n'y a pas de pluie va augmenter en fait de 2 périodes, passant de 9 périodes dans l'horizon passé à 11 périodes dans le scénario futur. Ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que la durée de ces épisodes-là, ou de ces périodes plutôt, de sécheresse va augmenter, passant effectivement de 65 jours à 76 jours. Donc une augmentation de 11 jours au niveau du cumul des périodes de 5 jours et plus. Pour finir la boucle, revenons à l'automne. Alors, en gros, bien, c'est la même question qui revient par rapport à la possibilité de prolonger l'allongement de la saison de croissance qu'on a vu plus tôt dans la présentation. Alors, en suivant la même logique, on regarde encore une fois les précipitations, mais évidemment celles pour la période de l'automne. Est-ce qu'on va être capable d'aller récolter? Alors, de façon générale, ça reste relativement constant euh, au niveau des précipitations. Mais j'attire votre attention sur l'incertitude qui est dans l'enveloppe verte, toujours. Donc, où dans le passé, on a vécu des automnes assez secs et d'autres très, très pluvieux. Donc, si ça continue comme ça, oui, certaines années, on va être capable d'aller profiter de l'allongement de la saison de croissance. Justement, en revenant sur l'allongement de la saison de croissance, je voulais aussi remettre en évidence la date du premier gel automnal. Donc, pour la région de la Côte-Nord, en moyenne, on se situait autour du 13 octobre pour la période 91-2020. Puis le premier gel automnal se voit retardé dans le futur pour être aux environs en moyenne du 24 octobre. Donc un retardement de l'occurrence du premier gel automnal à de 12 jours en fait. Alors, de la même façon, la date de fin de saison de croissance est elle aussi retardée dans le futur, donc passant d'en moyenne du 28 octobre à en moyenne au 9 novembre, donc un retardement, encore une fois, de 12 jours. Donc, et voilà, on arrive déjà à la fin de la présentation. Et de la même façon que pour la saison hivernale, je veux aussi vous faire un petit résumé de qu'est-ce qu'on a vu pour la saison de croissance. Donc, en gros, on a vu une augmentation de la température qui va permettre un allongement de la saison de croissance et un allongement de la saison sans gel. Mais aussi, ça va mener à une augmentation des unités thermiques maïs et des degrés chauds. Mais il faut faire attention parce que cette augmentation de température va aussi venir avec l'augmentation des températures très élevées, comme les périodes de canicule. Bon, pour la côte nord, par contre, on a vu que cette augmentation pour les canicules, c'était négligeable. Du côté des précipitations, on a vu qu'il n'allait pas avoir de hausse ni à l'été ni à l'automne, ce qui peut effectivement mener à un stress hydrique pour les plantes. Puis, dernièrement, on a vu une augmentation des périodes de sécheresse, ou plutôt du nombre de jours sans pluie cumulés. Alors, un grand merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris. Bonne journée!